Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous nous penchons sur des criminels qui ont trouvé leur fin à travers les prédateurs impitoyables de la nature, d'une attaque sauvage de chiens de garde lors d'un cambriolage raté à des milliers de piqûres d'abeilles tueuses dans un laboratoire de méthamphétamine. Mais d'abord, dans les eaux infestées de crocodiles en Australie, un voleur de voiture n'a pas réussi à nager plus vite qu'une des machines à tuer de la nature. C'était le 14 août 2014, le long d'un tronçon éloigné de la rivière Adelaide, dans le territoire du nord de l'Australie. Le chemin de terre menant vers la lisière des mangroves présentait des ornières fraîches et des débris éparpillés d'un arrêt bref et violent. Brent Joran, 29 ans, avait grandi à Palmerston en passant d'un travail mécanique à un autre, petit vol et conditions probatoires. Quelques heures plus tôt, il avait fui un cambriolage qui avait mal tourné dans une propriété rurale à l'extérieur de Humpty Doo, abandonnant derrière lui un hangar saccagé et une serrure endommagée. Sa dernière violation impliquait un utilitaire volé utilisé dans la tentative d'effraction, le poussant à revenir dans un territoire qu'il essayait souvent de quitter. Brent n'était pas étranger à la région de la rivière Adelaide. Il avait campé à proximité quand il était adolescent et pensait savoir comment naviguer dans le terrain de mangrove. Son habitude d'improviser des évasions, combinée avec le désespoir d'un probable retour en prison, a influencé ses décisions cet après-midi-là. La rive était bordée de mangroves épaisses, leurs racines emmêlées dans une eau opaque et mouvante, colorée de brun par le limon et le va-et-vient des marées. Les crocodiles marins de cette région peuvent dépasser 15 pieds de longueur, capables de sauts explosifs depuis le dessous et d'appliquer des forces de morsure suffisantes pour écraser les os et ancrer leur proie avant d'effectuer un roulis mortel. Ils flottent souvent juste sous la surface de l'eau, attendant des vibrations ou des mouvements près du rivage. Quelques minutes plus tôt, la police, répondant à une plainte de cambriolage, avait diffusé des avertissements concernant une activité accrue des crocodiles en raison des marées chaudes, poussant les mâles plus grands vers l'amont. 2 officiers, à la poursuite de Brent, ont vu des traces fraîches près de la rive et ont essayé de l'arrêter. Mais il a soit ignoré les avertissements, soit ne les a pas entendus du tout, convaincu que nager rapidement le porterait en sécurité de l'autre côté. Selon le rapport, Brent a atteint le bord à toute vitesse, éclaboussant dans l'eau peu profonde tout en jetant un coup d'œil aux officiers qui approchaient. Ils lui ont ordonné de retourner à la rive, mais il est allé plus loin, l'eau montant jusqu'à sa taille en quelques secondes. Les officiers ont avancé le long du chemin, essayant de garder le contact visuel. Depuis leur point de vue, les mouvements de Brent semblaient instables. Le lit de la rivière s'adoucissait sous ses pas, l'entraînant légèrement vers le bas alors qu'il avançait. La surface derrière lui se déplaçait en une large spirale, un signal que les officiers ont immédiatement reconnu. L'eau se déplaçait vers l'extérieur dans un mouvement lent et lourd, incompatible avec les poissons ou les débris de marée. Brent semblait inconscient, continuant en avant, les bras en mouvement, créant des vibrations qui se propageaient à travers l'eau limoneuse. Le moment suivant, une masse sombre a surgi de dessous et la rivière a éclaté avec une éclaboussure qui a projeté des sédiments et de l'eau dans l'air. Un crocodile marin d'environ 14 à 15 pieds de long est apparu en biais sous Brent, serrant ses mâchoires autour de sa hanche droite et de son bas-ventre. La force l'a plié de côté. Les mâchoires du croco se sont refermées avec une prise conçue pour immobiliser et l'élan a entraîné à la fois le prédateur et la victime dans des eaux plus profondes avec presque aucune éclaboussure en surface. Le corps de Brent a tourné alors que le crocodile roulait, principalement immergé, avec de petites éclaboussures occasionnelles de membres brisant la surface. L'officier a vu des aperçus brefs et fugitifs de ses jambes et de son torse alors que le crocodile tournait, utilisant tout son poids pour déchirer les muscles et les articulations. L'eau s'est transformée en un mélange de boue et de rouge, le tourbillon s'élargissant en une spirale. Brent est remonté à la surface une fois, le haut de son corps partiellement visible, les bras dérivant vers l'extérieur avant que le crocodile ne le saisisse de nouveau à la cage thoracique et ne l'entraîne sous l'eau. Une brève et partielle remontée a révélé le crocodile tenant le corps supérieur de Brent, incliné à travers ses mâchoires, la tête et les épaules visibles seulement une fraction de seconde, avant qu'une autre poussée vers le bas n'avale les deux dans l'eau brunâtre. Les officiers ont crié pour lui, bien qu'ils aient plus tard reconnu que c'était réflexe. La rivière avait déjà pris le contrôle du résultat. L'eau se stabilisait lentement, avec seulement quelques bulles éparses et une tache qui s'élargissait marquant l'emplacement de la lutte. Pendant près de 30 secondes, rien ne bougea. Puis, une seule ondulation traversa la surface plus en aval, indiquant le mouvement continu du crocodile vers des canaux plus profonds. Les racines de mangrove ont légèrement bougé lorsque le courant s'est ajusté autour d'elles, mais aucun autre signe de Brent n'est apparu. Les officiers ont immédiatement contacté le contrôle de NT par radio, signalant une attaque de crocodile confirmée lors d'une poursuite à pied et marquant le point de submersion approximatif pour les unités de réponse. Un bateau de la police maritime est arrivé 21 minutes de plus tard, balayant la zone avec des projecteurs et des sondes. Aucun corps n'a été récupéré. Le limon de la rivière et les chenaux de marée ont rendu la récupération impossible.
La boue retournée sur la rive et les traces de sang dispersées ont été collectées comme preuve, ainsi que la chaussure de Brent coincée entre les racines de mangrove et les débris de l'entrée précipitée dans la rivière. 2 jours plus tard, des agents de gestion des crocodiles ont localisé et euthanasié un grand mâle montrant des signes d'ingestion récente. L'examen a suggéré que le crocodile avait ingéré des matériaux synthétiques et des fragments métalliques compatibles avec les vêtements et la ceinture de Brent, bien que l'identité précise de ces éléments n'ait pas pu être entièrement confirmée en raison de la digestion partielle. La confirmation a mis fin à la recherche et les autorités ont temporairement fermé la section de la rivière pour prévenir de nouveaux incidents. Aucune déclaration publique n'est venue de la famille de Brent. Les agents concernés ont déposé des rapports détaillés, reconnaissant le réalisme des avertissements qu'ils avaient donnés quelques secondes avant l'attaque. L'embuscade brutale du crocodile a prouvé que fuir dans les cours d'eau de l'Australie n'offre aucun sanctuaire. Et dans l'Ohio, un cambrioleur tomberait dans une arrière-cour, ignorant que des Rottweilers se positionnèrent déjà. C'était le 18 juillet 2016 à Dayton, Ohio. L'air chaud planait bas sur les rangées de petites maisons sur des lots de quelques hectares. Rien dans la rue ne laissait présager la rencontre violente qui allait se dérouler. Lyle Brunet, âgé de 35 ans, était revenu au même schéma qui avait façonné la majeure partie de sa vie d'adulte. Il travaillait sur des chantiers de construction occasionnels lorsqu'il était sobre, se faisant une réputation de quelqu'un qui pouvait réparer des clôtures, des bords de toit et de petits problèmes mécaniques. Mais il disparaissait souvent pendant des semaines lorsque sa dépendance à la méthamphétamine refaisait surface. Il venait de sortir de prison depuis seulement 3 mois, essayant de jongler entre les visites imposées par le tribunal et le besoin constant d'argent. Cette nuit-là, il voulait voler des outils électriques qu'il savait que le propriétaire conservait dans un abri extérieur et les revendre à un ferrailleur qu'il avait déjà utilisé. Il aimait explorer la propriété 2 fois pendant les fins d'après-midi, croyant que le propriétaire gardait toujours les 2 Rottweilers à l'intérieur après la tombée de la nuit. Les chiens étaient le seul véritable obstacle et il s'était probablement convaincu que la prévision d'une nuit chaude signifiait que le propriétaire mettrait la climatisation et les garderait à l'intérieur. Lyle travaillait rapidement lorsqu'il était motivé et il portait un petit sac avec un outil de levier, des gants et un cutter. Il avait prévu de faire un aller-retour en quelques minutes, juste le temps de remplir le sac avec tout ce qui pourrait être vendu. Ces décisions, bien que imparfaites, avaient du sens pour quelqu'un qui pensait comprendre les rythmes de la propriété et avait effectué des dizaines de tâches similaires sans résistance. L'arrière-cour était sombre, éclairée seulement par une lumière de porche lointaine provenant de la maison d'un voisin. La fenêtre couverte de bâches dans la clôture émettait un faible bruissement lorsque la brise passait. Derrière elle, la cour s'étendait sur 30 pieds, avant d'atteindre le hangar, avec une parcelle d'herbe sèche et un court chemin en béton. L'air portait l'odeur dense de la terre chaude et de la végétation coupée, amplifiant chaque bruit. Les Rottweilers, qui pèsent généralement entre 100 et 120 livres et sont élevés pour la garde, sont connus pour leur vigilance territoriale et leur réponse rapide aux menaces perçues. Leur force de morsure, nettement plus forte que celle de nombreuses races domestiques, combinée à un entraînement pour la protection des propriétés, peut entraîner des actions rapides et coordonnées en cas d'alerte. Les chiens du propriétaire passaient de la plupart des nuits chaudes dehors, patrouillant dans le jardin et réagissant à tout changement d'odeur ou de mouvement. À l'insu de Lyle, une caméra de sécurité d'un voisin l'a filmé accroupi à côté de la bâche. Il semblait avoir hésité seulement un instant, se convainquant vraisemblablement que les chiens avaient été rentrés après les aboiements. Se déplaçant rapidement, il coupa la bâche, passa une main à travers et se laissa tomber dans la cour. Dès que ses chaussures touchèrent le sol, les 2 chiens se précipitèrent de derrière le hangar. Leurs pas étaient lourds et rapides, leurs silhouettes sombres contre la faible lumière. Lyle courait vers la clôture grillagée à environ 6 pieds, attrapant le rail supérieur d'une main et essayant de se soulever. Le son des griffes frappant la terre, suivi de grognements croissants, l'atteignit avant le premier impact. Le chien plus gros a frappé ses jambes en premier. Plusieurs voisins ont ensuite examiné les images de sécurité qui ont capturé le moment où les mâchoires de l'animal se sont refermées sur son mollet. La prise de Lyle a glissé alors qu'il était tiré en arrière, atterrissant lourdement sur le sol. Le 2e chien s'est immédiatement approché et s'est agrippé à son avant-bras gauche, le tenant fermement sans secouer immédiatement. Puis a commencé une série de tractions courtes et puissantes. Les vêtements se sont déchirés bruyamment, suivi d'un second bruit de déchirure plus aigu et humide. Les chiens l'ont traîné parallèlement à la clôture, leur poids combiné immobilisant son torse. Lyle a essayé de se tourner sur le dos, en poussant avec son bras libre, mais le chien accroché à son avant-bras a gardé une prise qui l'a maintenu en place. L'autre se repositionna, lâchant son mollet et saisissant l'arrière de sa cuisse. Les courtes tractions vigoureuses déchirèrent visiblement muscles et tissus, mais il conserva un mouvement réflexe minimal. Un voisin situé à une douzaine de mètres, réveillé par les aboiements, a déclaré plus tard que les tentatives de Lyle pour se lever étaient de brèves et désordonnées, ses mouvements limités par les chiens qui maintenaient leur prise sur ses membres opposés. Le second repositionnement a été décisif.
Alors que Lyle essayait de se retourner à nouveau, levant son menton de la terre, un chien a bondi vers le haut, ses mâchoires se refermant autour du côté de son cou, juste en dessous de la ligne de la mâchoire, comprimant l'artère carotide et la musculature de la mâchoire. Les images montrant son corps se raidir à l'impact puis s'effondrer dans un mouvement qui s'affaiblissait rapidement en quelques secondes. Le sang s'est rapidement accumulé autour du cou et de l'avant-bras. L'autre chien a continué de tenir son avant-bras, maintenant son schéma d'entraînement consistant à immobiliser un membre. En quelques secondes, ses jambes ont cessé de bouger et il n'a plus tenté de se lever. Pendant environ 20 à 30 secondes, après qu'il a perdu tout mouvement significatif, les chiens ont brièvement tourné en rond et ont poussé ses membres de temps en temps. Un comportement cohérent avec des chiens de protection entraînés s'adaptant à une cible inerte. Le voisin qui s'était réveillé a couru à sa fenêtre, a vu la scène dans la cour et a immédiatement appelé la police. Les aboiements continuaient, par cycles, montant et descendant, alors que les chiens tournaient autour du corps de Lyle, le poussant de temps en temps mais ne mordant plus de manière agressive. Les adjoints sont arrivés 7 minutes après l'appel, entrant prudemment dans la cour, tandis que le voisin les dirigeait depuis l'autre côté de la clôture. Les chiens ont été sécurisés par le propriétaire en quelques minutes et les ambulanciers sont arrivés 5 minutes plus tard. Ils ont confirmé que la victime avait subi une perte de sang catastrophique due à un traumatisme au cou et de graves blessures aux membres compatibles avec des schémas d'écrasement et de déchirure, entraînant un arrêt cardiaque en quelques minutes. Lyle a été déclaré mort sur place. Le propriétaire n'a fait face à aucune accusation car l'intrusion était évidente et les chiens avaient été légalement dressés et contenus à l'intérieur de la propriété clôturée. Après une évaluation comportementale, les deux ont été renvoyés. Les nouvelles locales ont brièvement couvert l'incident, le décrivant comme une attaque mortelle lors d'une tentative de cambriolage, et l'histoire a rapidement disparu de l'attention. Les Rottweilers de l'Ohio ont démontré que l'intrusion peut déclencher des instincts défensifs mortels. En Pologne, un bûcheron illégal allait démarrer sa tronçonneuse sans se douter de la laie sauvage capable de éventrer toute menace pour ses petits. C'était le 3 octobre 2015, dans un coin restreint la forêt de Białowieża en Pologne. Les sous-bois denses et les monticules cachés offraient une couverture parfaite pour la faune, et chaque pas à travers la clairière rapprochait un criminel des animaux qu'il avait choisi d'ignorer. Thomas Whelan, âgé de 42 ans, avait construit sa vie autour de l'évitement de l'attention. Petit bûcheron illégal et braconnier occasionnel, il travaillait seul par habitude et nécessité, préférant se déplacer dans des zones reculées de la forêt où les gardes forestiers patrouillaient rarement. Il avait travaillé dans la construction des années auparavant, mais le salaire irrégulier et les amendes l'ont poussé à vendre du bois protégé à des fabricants de meubles en bord de route qui appréciaient les fournisseurs discrets. Il avait planifié le voyage après avoir repéré un chêne abattu 2 jours plus tôt à distance. Le tronc de la taille d'une poutre valait assez pour couvrir 2 semaines de dépenses. Il a survolé les avertissements concernant l'activité animale accrue cet automne, les rejetant comme routiniers. Il voulait juste récupérer l'arbre, faire sa vente et rentrer chez lui le plus vite possible. Les sangliers dans cette région pèsent généralement entre 175 et 220 livres. Les laits sont connus pour leur comportement défensif agressif lorsque les marcassins sont présents. Leur élan vers l'avant peut atteindre une vitesse surprenante sur de courtes distances et les défenses courbées peuvent infliger des blessures profondes. Les vaches construisent souvent des monticules de broussailles cachés pour se coucher, se fondant harmonieusement avec le sol de la forêt. Thomas a probablement vu de fraîches traces de sangliers imprimées dans le sol humide, près du chêne tombé, mais il les a probablement minimisées, croyant que les animaux avaient de bouger pendant la nuit. De plus, il a ignoré un bulletin forestier affiché en ville, avertissant que les sangliers s'approchaient en des clairières en raison des baisses de température précoces. D'après la reconstitution de la scène, il stabilisa la tronçonneuse, s'agenouilla à côté du tronc et commença à couper dans le chêne sans se rendre compte qu'un amas dense de broussailles à seulement 15 pieds abritait une truie avec 4 porcelets. Le bruit de la tronçonneuse se répandait dans la clairière par à-coups. Un bûcheron illégal nommé Merrick, arrivant en retard et se déplaçant silencieusement à environ 80 pieds de distance, remarqua presque immédiatement le monticule de broussailles bouger. La truie émergea d'une explosion soudaine et puissante, son corps bas et ses épaules en avant. Le mouvement fut assez rapide pour que Merrick se fige instinctivement. Thomas s'est retourné au bruit des brindilles qui se brisaient, mais a réagi une seconde trop tard. La truie l'a atteint en une courte charge, estimée à moins de 2 secondes. Sa tête a percuté les jambes et le bas-ventre de Thomas presque simultanément. Le choc initial suffisant pour le renverser en arrière, sur le sol couvert de feuilles, et lui faire lâcher la tronçonneuse. Selon Marek, les défenses ont immédiatement perforé les tissus mous de son bas-ventre, produisant un son humide et épais qui se répercutait dans la clairière. Le sang coulait abondamment, formant rapidement une flaque sous lui. Thomas tenta de bouger minimalement, se traînant seulement à quelques centimètres vers des broussailles plus épaisses, mais les effets de la perte rapide de sang et du choc limitèrent sévèrement sa mobilité.
Marek a rapporté plus tard avoir vu du sang sombre saturer presque immédiatement les feuilles sous lui. Les défenses de la truie ont ensuite frappé la cuisse supérieure une fois, produisant une blessure profonde et immobilisante. Après avoir effectué ses frappes défensives, la truie s'est arrêtée un court instant pour réévaluer la menace avant de se retirer rapidement vers le monticule de broussailles où ses porcelets étaient cachés. La clairière devint silencieuse à l'exception du bruit continu du sang s'imprégnant dans le sol de la forêt. Marek resta caché pendant plusieurs minutes, guettant le retour éventuel de la laie. Lorsqu'il s'approcha enfin sur le côté, il vit Tomasz allongé sur le dos, sans réaction. La blessure abdominale a été immédiatement catastrophique, avec des dégâts sévères visibles, tandis que la blessure à la cuisse avait saigné abondamment dans les feuilles, confirmant que la mort était probablement survenue quelques instants après l'attaque. Reconnaissant qu'il ne pouvait pas aider, il s'est retiré. Après plusieurs heures de conflit intérieur, il est retourné au poste de garde forestier le plus proche et s'est rendu, expliquant exactement ce qu'il avait vu et fournissant des coordonnées précises de la scène. Les gardes forestiers ont atteint le site 29 minutes après l'appel de Marek. À ce moment-là, Tomasz était mort d'un choc hémorragique rapide, compatible avec un traumatisme massif des tissus mous. Les gardes forestiers ont documenté la scène, notant la proximité du tas de broussailles et le motif défensif clair derrière l'attaque. Le témoignage de Marek leur a permis de comprendre les circonstances complètes et de vérifier la séquence des événements. L'incident a ensuite été résumé dans un court rapport local, attribuant le décès à une activité illégale dans un territoire protégé. Les patrouilles dans la zone restreinte ont temporairement augmenté et les responsables ont salué l'honnêteté de Marek pour avoir aidé l'enquête et clarifié ce qui s'était passé. La forêt protégée de Pologne a montré comment la fureur maternelle peut transformer les intrus en victimes. Pendant ce temps, en Inde, un voleur de ferraille allait se retrouver face à un tigre affamé. C'était le 14 août 2017 dans les environs ruraux de Maharashtra en Inde, où une installation phonique partiellement désaffectée était à moitié engloutie par les vignes et la poussière. Des ombres s'accumulaient dans les coins et de faibles odeurs âcres dérivaient des zones de rétention oubliées depuis longtemps, suggérant la présence possible de prédateurs qui pourraient encore rôder à l'intérieur des structures. Deepak Roth, âgé de 31 ans, dépendait depuis longtemps de la ferraille pour gagner sa vie. Il était connu parmi les petits acheteurs pour dépouiller des sites désaffectés de leur câblage, de leurs raccords de tuyauterie et de leurs installations rouillées. Deepak avait grandi près des chantiers industriels et savait comment se déplacer à travers des structures désertées sans se blesser ni déclencher d'alarme. Le zoo abandonné était sur sa liste depuis des mois. On disait qu'il y avait du métal intact dans les anciennes cages des grands félins, y compris des raccords en laiton qui pourraient rapporter un bon prix. Avec des dettes qui s'accumulaient et des acheteurs s'attendant à une autre cargaison cette semaine-là, il s'était convaincu que le voyage en valait la peine malgré l'isolement. Les lieux étaient là calmes alors que lui et un partenaire nommé Viren arrivaient. Clôture périmétrique ou des sections cassées penchées envers l'extérieur dans les hautes herbes. Quelques racines de banyan ont percé le béton et le sol poudreux portait des empreintes de chiens errants qui parcouraient la propriété. Les gardes forestiers ont déterminé plus tard que le tigre n'était entré que récemment par une brèche dans le périmètre extérieur, utilisant les structures vacantes pour se mettre à l'ombre. Les tigres de l'ouest de l'Inde, notamment les jeunes mâles adultes expulsés des territoires établis, pénètrent parfois dans des structures négligées pour chercher de l'ombre ou des opportunités de récupération. Un mâle adulte typique pèse 400 à 500 livres, atteint une longueur d'environ 9 pieds et peut se propulser en avant dans une courte poussée de 30 à 40 miles par heure. La force de leur mâchoire, conçue pour déchiqueter les muscles et les vertèbres, leur permet de serrer avec assez de pression pour immobiliser leur proie presque instantanément. Les individus déplacés peuvent se comporter de manière imprévisible, surtout s'ils sont sous-alimentés ou stressés. Le silence dérangeait Virine, qui mentionna l'odeur légère flottant à travers la cour, une senteur âcre et lourde comme une peau en décomposition. Deepak l'a ignoré et s'est concentré sur les portes rouillées, qui étaient encore garnies de panneaux métalliques valant la peine d'être récupérés. Un panneau usé par le temps gisait en morceaux sur le sol, mais aucun des hommes ne s'est arrêté pour lire les avertissements fanés concernant l'accès restreint et les observations de la faune. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'ancien enclos des grands félins, quelques pigeons s'envolèrent d'un rebord, dispersant la poussière qui, les barreaux à l'avant de l'enclos s'étaient déformés vers l'extérieur au fil des années, laissant un espace étroit qu'une personne mince pouvait traverser. Deepak s'agenouilla pour examiner un raccord en laiton sur un tuyau longeant le mur intérieur. Viran se tenait à l'extérieur des barres, surveillant le chemin d'entrée et écoutant le vent se déplacer à travers les arbustes envahis. Un doux son grave parcourait l'enclos, mais il supposa que c'était du métal lâche qui bougeait. Deepak se concentra sur le desserrage de l'ajustement, inconscient de la section ombragée derrière lui, où le mur rencontrait une partie du toit effondrée. Dans un mouvement trop rapide pour que Viren puisse réagir, un tigre a surgi de l'angle ombragé.
Le corps de l'animal s'est lancé dans une poussée compacte vers l'avant. Doreen a plus tard rappelé avoir vu le tigre serrer ses mâchoires sur le cou et l'épaule de Deepak, le soulevant légèrement avant de le forcer sur le côté sur le béton. La morsure initiale a sectionné les principaux vaisseaux sanguins et probablement fracturé les vertèbres cervicales, provoquant une incapacité instantanée. Tout mouvement mineur observé par la suite était réflexe, non volontaire. Le tigre a ajusté sa prise, traînant Deepak derrière une cloison partielle où des carreaux brisés étaient éparpillés. Le frottement de ses bottes contre le béton a été bref, suivi du bruit sourd dense du tigre s'installant de tout son poids. Le tigre est resté au-dessus du corps, effectuant des mouvements rapides et vifs qui ont dérangé les débris autour de la cloison. Diren resta figé à la porte, incapable de voir les détails anatomiques plus fins, regardant le dos du tigre se soulever et s'abaisser pendant qu'il se nourrissait. Reconnaissant le danger, Veran s'est éloigné prudemment, se retirant sur le chemin avant d'utiliser un téléphone prépayé pour contacter un garde forestier local qu'il connaissait, fournissant seulement des indications générales. Les gardes sont arrivés 18 minutes plus tard et ont commencé à suivre le tigre à travers la brèche arrière et la végétation environnante. La capture et la sédation ont pris plusieurs heures. À l'aide de fléchettes tranquillisantes et d'appâts, les responsables ont finalement capturé l'animal plus tard dans la soirée. L'évaluation vétérinaire a confirmé qu'il représentait une menace continue pour les communautés locales et il a été euthanasié. Les enquêteurs ont récupéré des parties importantes du corps de Deepak sur le site de l'attaque initiale, ce qui est cohérent avec une prédation immédiate, tandis que certains tissus avaient été déplacés dans les débris environnants. Le rapport médico-légal a conclu que la mort est survenue instantanément en raison d'un traumatisme cervical et d'une hémorragie artérielle massive. Après coup, les enquêteurs ont déterminé que Viren avait sciemment aidé Deepak à entrer dans une zone restreinte et dangereuse. Plus tard, il s'est rendu aux autorités et a avoué avoir aidé à la tentative de récupération illégale. Lauren a plus tard reçu une courte peine de prison pour intrusion et entrée illégale dans une zone de faune sauvage protégée. Pourtant, même si la mort de Deepak a montré comment des endroits oubliés peuvent abriter des prédateurs mortels, au Mexique, un cuisinier de méthamphétamine ferait accidentellement s'effondrer un mur pourri, libérant des milliers d'abeilles africanisées. C'était le 14 juillet 2018 dans un coin rural à l'extérieur de Trevales, Veracruz, Mexique, où la chaleur pesait lourdement sur les terres agricoles abandonnées. À l'intérieur de la ferme battue par les intempéries, les hommes travaillaient avec l'urgence tranquille de ceux qui savaient que leur métier était à la fois lucratif et précaire. Ramon Cal, 38 ans, cuisinait de petites quantités depuis presque un an, s'étant tourné vers ce travail après qu'une série de contrats de construction à court terme se soit épuisée. Il consacrait la plupart de ses gains à soutenir sa mère à Minatitlan. Il n'était pas lié à un groupe plus large. Il était simplement une paire de mains fiables qui pouvaient suivre les instructions sans causer de problème. Ce travail n'était pas de l'ambition, juste une routine familière dans une économie inconnue. Ramon voulait terminer la course de la semaine, toucher sa paie et rentrer chez lui avant l'arrivée des tempêtes d'été. Ses habitudes au laboratoire étaient de méthodiques. Il préférait garder l'espace de travail organisé, essuyer les surfaces entre les étapes et s'assurer que les éléments chauffants étaient au stable avant de commencer tout mélange. Pourtant, il avait accepté de travailler dans la ferme même après avoir remarqué le mur fissuré où des insectes entraient et sortaient. Cela ne semblait pas urgent, et personne d'autre ne le considérait comme un danger, bien que la faiblesse du mur ait pu contribuer à un effondrement structurel si elle était perturbée. Les abeilles à miel africanisées prospéraient dans les régions rurales de Veracruz, occupant souvent des structures abandonnées. Elles étaient connues pour leur extrême défensivité, capables de libérer des phéromones d'alarme qui déclenchaient des attaques massives. La colonie pouvait abriter des dizaines de milliers d'abeilles, chacune capable de piquer plusieurs fois. D'après la reconstitution de la scène, une faible vibration a probablement traversé l'arrière-salle où les tables en métal étaient empilées pendant que Ramon essayait d'en déplacer une pour dégager de l'espace. Les pieds raclaient le sol, poussant le mur en plaque-au-plâtre déjà fragilisé. Le panneau s'est effondré vers l'intérieur avec un bruit lourd et affaissé, ouvrant un trou dentelé qui exposait une masse dense de rayons de miel juste assez pour que les abeilles puissent rapidement s'y engouffrer. Le bourdonnement s'intensifia rapidement. Les 2 à 4 autres hommes, dont le nombre exact ne pouvait pas être vérifié, semblent avoir fui instantanément vers la porte arrière. Ramon a probablement essayé de suivre, mais une étagère métallique inclinée à côté de lui s'est déplacée à cause de la vibration et a partiellement coincé son côté gauche contre le cadre de la porte, limitant le mouvement à quelques centimètres à la fois. La reconstitution suggère que les abeilles ont envahi la pièce en une vague concentrée, engloutissant immédiatement Ramon. Les preuves physiques et l'évaluation médico-légale indiquent qu'il a probablement essayé de dégager son visage, mais les abeilles se sont agglutinées densément autour de sa bouche, son nez et ses yeux. Le venin a causé un gonflement rapide et des mouvements convulsifs auraient été suivis. En quelques secondes, les abeilles ont couvert presque toutes les zones exposées sur le corps de Ramon. Les preuves indiquent que son cou et le haut de sa poitrine ont été fortement piqués. Et l'étagère tombée l'a empêché de s'échapper de plus de quelques centimètres, le laissant incapable de quitter la zone immédiate.
Une détresse respiratoire et une réaction systémique au venin auraient sévèrement limité ses mouvements. Mon s'est probablement effondré complètement sur le côté en environ 10 à 15 minutes, se convulsant alors que l'essaim continuait. La pièce est restée remplie d'un bourdonnement chaotique, typique du comportement agressif des abeilles en cas de perturbation. L'un des hommes a finalement passé un appel anonyme au service d'urgence pour signaler un accident non spécifié sur la propriété. Les pompiers sont arrivés 16 minutes après l'appel et ont évalué la scène en attendant que les apiculteurs certifiés enlèvent en toute sécurité les insectes restants avant de s'occuper de Ramon. Lorsque les secouristes l'ont atteint, il ne montrait aucun signe de vie. La peau était marquée par des centaines de piqûres, vérifiées par une documentation médico-légale, et un gonflement avait déformé ses traits faciaux. Les autorités enquêtant sur le site ont documenté du matériel chimique et des résidus cohérents avec une production illégale, mais aucun suspect vivant n'a été trouvé. La mort a été enregistrée comme un incident mortel de piqûres, reconstitué à partir de preuves physiques comprenant des marques de piqûres, le positionnement sur l'étagère et le rapport anonyme. Un court bulletin d'information provinciale a mentionné l'incident sans identifier les autres hommes. Le corps de Ramon a été transféré discrètement à une morgue régionale et au-delà des registres officiels, la ferme abandonnée est restée silencieuse, à l'exception d'un faible bourdonnement résiduel provenant des ruches perturbées, un comportement normal après un dérangement massif des abeilles. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé ces histoires, cliquez ici.